Voici sur un nouveau numéro de votre émission du Choc des idées. Madame, Monsieur, je vous salue de partout où vous nous suivez dans le monde ou en République démocratique du Congo. C'est votre émission du Choc des idées qui est un magazine de débat sur l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets d'actualité et en conséquence, nous recevons deux co-débatteurs avec qui nous allons essayer de commenter, essayer de faire jaillir la lumière au travers de leur débat pour que l'on puisse avoir un point de vue commun sur ce qui se passe dans notre pays. À ma droite, je reçois pour vous Manix Ienda, il est président du mouvement volontaire de la République, qui est une formation politique proche de l'Union sacrée. Est-ce que c'est correct ? Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, c'est bien correct. Je suis le président national du mouvement politique Le Volontaire de la République, ce qui est une marque de rupture que nous avions réalisée avec le format de politique à la dynastie, où c'est le père qui prend le relais de la responsabilité des partis politiques. S'il n'est pas là, c'est sa femme, ses enfants. Nous avons dit non à la politique de ménopausée politique, à la politique des vétérans politiques. C'est comme ça que nous avons créé ce mouvement qui est composé essentiellement de jeunes pour accompagner la vision du président de la République afin de répondre aux déshydratats de la population congolaise. Voilà, bonjour à vous. Bonjour. À ma gauche, je reçois Alain Bolodjoa, il est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, évidemment président de NCPO. Alain Bolodjoa, bonjour. Bonjour, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je salue mon co-débatteur. Je suis effectivement le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition et initiateur du parti Les BAT, qui veut dire Lèvons-nous et bâtissons. Voilà. Avec mes deux co-débatteurs, nous allons parler de la nouvelle feuille de route que la CENI avait présentée à la Cour constitutionnelle, et cette dernière a déclaré que ça a été conforme au règlement d'ordre intérieur de cette centrale électorale. Au niveau de l'Union sacrée, est-ce que vous pensez que cette nouvelle feuille de route va aplanir le chemin qui va nous mener véritablement vers les élections 2023 à Manix ? Je voudrais d'abord placer un accent de précision par rapport à votre question, parce que vous avez pratiquement évoqué deux points en parlant de la feuille de route déjà présentée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Denis Kadima, et de l'autre côté, vous avez aussi parlé du règlement d'ordre intérieur de la CENI qui a été rendu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Mais en ce qui concerne la feuille de route, je crois que le président de la CENI, M. Denis Kadima, a été très clair et il a expliqué avec ample détail en ce qui concerne les contraintes d'ordre financier, les contraintes d'ordre juridico-politique et voire même les contraintes d'ordre sécuritaire qui entourent la réalité électorale dans notre pays. Le président de la CENI s'est adressé en même temps au gouvernement. C'est celui qui détient l'apanage en ce qui concerne le financement des élections. Il s'est adressé aux opérateurs politiques, acteurs politiques que nous sommes, partis politiques et regroupements politiques. Il s'est adressé également à un autre partenaire qui est donc la Cour constitutionnelle, parce que la Cour intervient effectivement pour la question du contentieux électoral. Il s'est adressé pratiquement à la population congolaise qui joue le rôle de l'observateur, de témoin du processus électoral. Et donc, le président de la CENI a présenté la feuille de route en termes de principes directeur pour que l'on se rende compte effectivement de toutes les péripéties qui tournent autour de la réalité électorale. Et donc, pour ce qui concerne le financement, je crois que le président de la République, autant avec son gouvernement, doivent faire des efforts pour financer les élections. Vous aviez entendu la contradiction en termes justement, on va y revenir. J'ai prévu toute une question pour ça. Justement. Le temps de prendre Alain Bolodjoa. Est-ce que vous avez un avis à émettre par rapport à cette feuille de route qui est conforme au règlement intérieur de la CENI selon la Cour constitutionnelle? Bon, je crains que nous nous posions de mauvaises questions aux vrais problèmes. Parce que la finalité ne doit pas être celui ou celle de constater l'attitude de la Cour constitutionnelle ou de la CENI, c'est plutôt de voir la qualité des élections. Parce que en lisant la Constitution, il se dégage que l'État congolais voudrait imposer les élections comme seul mode de dévolution du pouvoir. Et de ce fait, on doit insister plus sur la qualité et non sur les incantations que l'on nous livre, ceux qui sont au pouvoir. Je voudrais me poser certaines questions. Premièrement, je me dis, quel est le caractère ou la nature
juridique d'une feuille de route. Parce qu'en lisant l'article 160 de la Constitution, on nous donne la responsabilité ou le rôle que doit jouer la Cour constitutionnelle. Et parmi ces rôles, c'est justement pour contrôler la constitutionnalité de lois et des actes qui ont force de loi. Alors, quelle est la nature juridique d'une feuille de route? Parce qu'en réalité, la feuille de route doit être considérée comme un document interne, voyez-vous, qui n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui est une annexe de la loi électorale. Et deuxièmement, la conformité de cet acte peut avoir un caractère purement juridique d'après ce qu'on nous présente, mais la problématique aujourd'hui est plus d'ordre politique. Si la Cour constitutionnelle constate de son point de vue que cette feuille de route est conforme à la Constitution, on doit motiver. Mais au-delà de tout, ça peut être conforme à la Constitution, mais ça ne tient pas compte des impondérables au niveau fonctionnel et au niveau politique de la question. Donc nous devons être assez prudents, donner les temps. Je crois avoir entendu Manix Yenda relever certains aspects politiques. Manix, vous pensez que cette feuille de route ne répond pas suffisamment aux aspects politiques comme le soulève Alain Bolodoa? Quand j'ai pris la parole, je voudrais justement faire un exercice de précision parce qu'en réalité, la Cour n'a pas statué sur la feuille de route. Je crois que mon co-débatteur l'a dit, la feuille de route n'a aucune protection juridique, ce n'est pas un acte de portée juridique qui surtout pouvait être frappé par un contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. La Cour a statué sur les règlements d'ordre intérieur de la CENI et c'est sur pied de l'article 160 évoqué par mon co-débatteur parce que la Cour en réalité est le juge de la constitutionnalité a priori de tout acte législatif. Là, je parle de loi organique parce que même la Constitution a déterminé les différents textes juridiques qui doivent passer par un contrôle de constitutionnalité a priori. On parle d'abord de loi organique, on parle de règlement d'ordre intérieur de la CENI, on parle de règlement d'ordre intérieur de chacune des chambres parlementaires et du Congrès, on parle de règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ce sont là des textes qui doivent être soumis par un contrôle a priori de conformité à la Constitution. C'est ce qui a été fait. Et donc, en ce qui concerne la question de feuille de route, je l'ai dit au prologue de mon intervention, cette question a été déjà fixée par le président de la CENI qui nous a simplement brandi les principes directeurs en ce qui concerne le processus électoral. Il nous a rappelé les différentes contraintes. C'est justement pour dire au gouvernement, parce que comme vous le savez, très généralement lorsqu'on parle de l'indépendance de la CENI, les gens oublient que l'indépendance de la CENI n'a jamais été absolue. C'est une indépendance relative qui ne s'arrête qu'au niveau de la technicité de la matière électorale. Mais en ce qui concerne les financements, cet apanage revient au gouvernement. C'est comme ça que la CENI lance un appel de responsabilité auprès du gouvernement. Vous avez entendu la réaction du ministre de Finances, et qui d'ailleurs a créé beaucoup d'encre et beaucoup de salive en termes de contradiction avec les responsables de la CENI, parce que le ministre de Finances qui représente le gouvernement reconnaît avoir déboursé une somme de 37 millions de dollars, ce qui a été pratiquement rejeté en bloc par les responsables de la CENI. C'est là où il y a un problème en termes de compréhension. Alors que lorsqu'on parle de la CENI, il y a un budget reconnu pour la CENI et ce budget est réparti sous 3 rubriques. Il y a un budget destiné pour le fonds des investissements, il y a un budget destiné pour le fonds des rémunérations des agents de la CENI, parce qu'il faudrait payer les agents, il faut recycler, former les agents de la CENI, et il y a aussi un autre budget prévu pour les opérations électorales. C'est-à-dire il faudrait acheter des matériels, des isoloirs, les urnes, le bulletin de vote, et etc. Tout ça là, ce sont des réalités qui tournent autour de la CENI. Mais les ministres ont reconnu, effectivement, dans le 37 millions que nous avons déboursés pour la CENI, cet argent-là a été destiné pour le fonds des rémunérations des agents. Et donc, aujourd'hui, en ce qui concerne les opérations, il est vrai qu'il n'y a pas encore de sous, que le président de la CENI reconnaît, ce qui est tout à fait normal, parce qu'en réalité, parmi les contraintes proposées ou présentées par les présidents Denis Kadima, il y a aussi
le contrainte d'ordre politico-juridique. Vous savez que la machine à voter autrefois que nous avions utilisée dans un contexte des vicissitudes de politique, parce qu'il nous a fallu un cadre de change, un cadre de dialogue, le dialogue de Senko, pour adopter l'idée de la machine à voter. Et cette machine a été qualifiée par Lausanne comme une machine à voler. Et donc aujourd'hui, si nous voulons aller aux élections, nous devons d'abord se mettre d'accord sur cette question de la machine à voter. Au-delà de cela, il y a la question sur le calendrier électoral, les fichiers électoraux et toute autre question soulevée par exemple, le mouvement G13 qui constitue des questions de base pour nous donner les vraies élections crédibles, transparentes et démocratiques. Et donc, nous devons y arriver à ce point-là avant que le gouvernement débourse de l'argent en ce qui concerne les opérations électorales. Voilà, vous avez abordé la question sur le financement des opérations électorales qui est au centre des guerres entre la CENI et, disons, le président de la CENI et le ministre des Finances, Alain Bolodjoa. Qui dit vrai entre ces deux personnes? Ni l'une ni l'autre. Comment ça? C'est justement parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous nous posons de mauvaises questions aux vrais problèmes. Pas vos questions, mais les questions de la société. Il y a déjà un contentieux, il y a déjà un souci par rapport à la désignation des animateurs de la CENI. Voyez-vous? Et fort malheureusement, cette question n'a pas été résolue. Mais je voudrais qu'on reste sur les financements des opérations, parce qu'on a déjà évolué. Non, mais si vous avez évolué, la République n'a pas évolué. Voyez-vous, c'est ça en fait. On veut nous amener dans ces carcans-là des gens qui réfléchissent sur des faits factuels. Nous devons réfléchir République et de manière froide. Mais justement, c'est ce que je vous demande. Nous disons, le plus grand problème n'est pas par rapport à la suite des opérations. C'est d'abord la garantie que l'on accorde, que l'on donne à ceux qui seront challengers. Voyez-vous, ce n'est pas on n'organise pas les élections pour plaire à M. Félix Tshisekedi. On organise les élections justement pour atteindre l'objectif constitutionnel. C'est celui de mettre fin à la crise des légitimités. Aujourd'hui, il y a un bureau de la CENI qui a été installé. Et au-delà de ça, la personne qui assume la fonction aujourd'hui du président de la CENI est contestée et contestable. C'est là, le débat est déjà passé. Voilà pourquoi, si vous savez, qu'on reste sur la question de financement. Non, moi je ne réfléchis pas comme ça. Je ne réfléchis pas comme ça. Quelqu'un qui attrape le virus, il y a les symptômes, vous attaquez les symptômes, vous dites non, voilà, il y a évolution. Non, aujourd'hui il y a un problème de fond par rapport aux animateurs de la CENI. Et fort malheureusement, on n'en tient pas compte. On nous amène dans le débat sur le calendrier et la suite du processus par rapport au financement des élections. Mais effectivement, le fait seulement que vous avez semblé négliger les effets essentiels, c'est-à-dire avoir des gens qui sont pétris de valeurs morales, fort malheureusement, aujourd'hui, nous constatons qu'effectivement, il y a un problème. Et notre problème, c'est par rapport à la qualité de ceux qui nous engagent. M. Félix Tshisekedi et tous ceux qui ont été élus. Ce sont là les vrais problèmes. Fort malheureusement, ce sont des approches symptomatiques où vous cherchez à résoudre des problèmes qui résultent des insuffisances des individus. Et aujourd'hui, le pays apparaît bloqué. Tenez. On vous dit qu'il y a un problème de financement, que le ministre aurait décaissé 37 millions de dollars. Mais lorsque le ministre avait pris la parole, il a été assez clair. Il y avait une quantité d'argent prévue destinée pour l'installation de membres du bureau. Il y avait une quantité d'argent qui était prévue pour le fonctionnement. Il y avait une quantité d'argent qui était prévue pour certaines opérations. Électorales, vous le dites. Non, mais il a dit. Il a dit. Et nous avons tous des audios. Il a dit. Mais lorsque notre ami vous dit, non, voilà, on ne peut pas financer, mais le financement a déjà été effectué. 37 millions, tenez. 2 700 000 dollars pour l'installation de membres du bureau et de la plénière. Premier mois, décembre, frais de fonctionnement. Deuxième mois, frais de fonctionnement et certaines opérations. Troisième mois, mois de février, frais de fonctionnement. Mais on n'a pas dégagé le coût pour les opérations et on ne sait pas qu'est-ce qu'on entend par opération. Parce que les 10 millions dont on parle pour payer le retard de paiement, le retard de salaire qui a été constaté, c'était 10 millions. Vous prenez 2 700 000 pour le fonctionnement, ça fait 12 500 000. Ne me dites pas que la CENI va consommer à elle seule 20 millions de dollars pour son fonctionnement. Donc vous affirmez qu'il y a eu une portion d'argent qui a été décaissée pour les opérations. Non, mais c'est votre ministre qui l'a dit. C'est ce que vous constatez. Non, il a dit.
Il a dit clairement qu'il a eu à décaisser 37 millions de dollars et le décaissement continue. Ce qui veut dire que nous nous posons de mauvaises questions. Voilà, je voudrais faire réagir Manix par rapport à ce que vous affirmez, parce qu'au départ, déjà, Manix disait que cette question-là a été déjà tirée au clair, mais à entendre Bolodja, c'est comme si le ministre, dans ses propos, avait aussi affirmé qu'une partie d'argent a été destinée pour les opérations électorales. Mais en écoutant mon frère Alain Bolodja, vous-même, vous l'avez remarqué, il fait les rétropédalages, le plus nauséabond d'ailleurs. Il fait la politique des nostalgies. Il veut nous rappeler encore ces débats déjà dépassés au sein du microcosme politique de notre pays. Le débat autour de contestation de Denis Kadima. Voilà le débat qu'il veut faire maintenant. Pendant que la Cour constitutionnelle vient de se décider sur la conformité du règlement d'ordre intérieur de la CENI. Voilà, il revient encore sur un débat de légitimité. C'est cela, en fait, faire la politique au modèle de la maternelle, parce que nous avons bloqué des termes, et donc nous devons le reproduire scrupuleusement sur un débat aussi républicain comme celui-ci. Nous devons quand même avancer. Je comprends votre souci, mais attention, Alain Bolodja, la beauté de la démocratie, et même la beauté d'une république, c'est manifeste lorsque nous apprenons à respecter le principe et les règles de jeu, à l'occurrence, les règles électorales. Ici, nous voulons avoir effectivement des élections où, après les élections, on ne reviendra plus avec ces débats bidons autour de la légitimité. Nous avions entendu Martin Fayoulou qui réclame la légitimité. Je suis le vrai président dans une république, je ne sais pas si c'est une république fictive où il y a un peuple fictif avec des réalités fictives, mais Martin Fayoulou quand même s'est rendu ridicule lors du contentieux. Je vous ai dit au début de mon intervention que lorsqu'on parle de la réalité électorale, il ne faudrait pas mettre de côté la réalité du contentieux électoral, qui est un compartiment aussi important sur la réalité, surtout que c'est la Cour constitutionnelle qui donne les résultats définitifs des élections. Mais lorsque Martin Fayoulou s'est rendu devant ce juge-là, Martin Fayoulou n'a pas su que le droit électoral, le scrutin, la Cour constitutionnelle, lors du rendu de jugement de ces arrêts, en ce qui concerne le contentieux électoral, la Cour se réfère à ce qu'on appelle le droit positif congolais de la preuve. Et ce droit positif congolais de la preuve ne reconnaît pas malheureusement la preuve électronique qui a été brandie par Martin Fayoulou. Il a brandi devant la Cour le câble ISD. Il a brandi devant la Cour les captures photos achetées par le téléphone. Là aussi, vous nous ramenez dans le passé. C'est juste pour le recadrer, parce que ce débat-là, on ne veut plus avoir des élections qui nous amèneraient à ce genre de débat. Nous voulons des élections qualitatives. Je vous ai dit que la feuille de route présentée par le président de la CENI a tenu compte de toutes les réalités d'ordre financier, des réalités juridico-politiques, parce qu'au-delà de tout, nous devons quand même se mettre d'accord sur un certain nombre de points, contenus même dans la loi électorale. Vous avez vu les différentes réformes proposées par le groupe G13 sur les questions de fond par rapport à la loi électorale. Nous devons nous mettre d'accord par rapport sur le fichier électoral. Le fichier électoral, le calendrier électoral, ce sont là les vraies questions. Si hier, ils ont déploré le fait que, à l'Est, ou dans certaines parties de la République, les résultats n'étaient pas clairs. Aujourd'hui, c'est l'occasion, effectivement, de donner des vraies propositions pour nous éviter ces genres de spectacles de pleurnichards qui viennent, effectivement, pour pleurer et réclamer la légitimité, alors que la machine du processus électoral est déjà en cours. Moi, je vous ai toujours dit, et ça, c'est même le point de vue de notre mouvement politique, le volontaire de la République. Nous plaidons pour qu'il y ait l'autonomie en termes de publication de résultats des élections. Il faudrait que chaque province, c'est ça, même notre proposition, parce que lorsqu'on fait la politique, nous devons avoir, au-delà de la critique, qui du reste est aisée, nous devons aussi avoir la capacité de proposer. Nous proposons l'autonomie en termes de province, de pouvoir publier chaque province ses résultats pour chaque candidat, surtout pour le candidat président de la République, pour nous permettre effectivement à faire de l'arithmétique politique simple afin de voir l'allure de tel candidat par rapport à telle province. Et voilà, ça Manix, de faire la sommation revenir pour sur voir vous. Si tel a été. Je voudrais qu'on reste figé sur les questions que je pose. Non, mais c'est lui qui fait le rétropédalage sur le débat qui a été déjà Nous étions en train de parler sur la question de financement. Je voudrais que vous puissiez soit infirmer ou confirmer que dans les propos du ministre, cette question-là a déjà été posée, ou soit confirmer que le ministre avait affirmé qu'une partie d'argent... Le ministre a dit qu'il a déboursé 37 millions de dollars pour la CENI.
Et je vous ai dit, je vous ai démontré les différentes rubriques en termes d'affectation de fonds pour la CENI. On parle de fonds des investissements, le fonds des rémunérations et les fonds des opérations. Et la CENI, aujourd'hui, de par la bouche du président de la CENI, M. Denis Kadima, n'a pas reconnu jusque-là de fonds destinés pour les opérations électorales. Et donc, sur cette question-là, on ne peut pas rester figé. Voilà. Parce que ce n'est pas 37 millions de dollars qui peut organiser les élections au regard de, de toutes les questions que nous avions évoquées. Voilà, laissez-moi prendre la réaction d'Alain Baudoljoie. Bon, par moment, j'ai pitié de notre ami. Non, c'est trop fort, vous avez pitié de lui comme Non, ça. par moment, j'ai pitié de lui, justement, parce que en insistant sur l'éloquence, il pense avoir bien réfléchi. Ce qui est vrai, c'est que nous tous, nous avons suivi la ventilation faite par monsieur qui assume la fonction du ministre des Finances. Il a été clair. Parmi le montant dégagé, il y avait aussi une quotité pour les opérations. Il ne m'a pas contredit. Ce qui veut dire quoi? Il ne tient pas compte de la dimension anthropologique des animateurs des institutions. Vous savez, par moment, lorsqu'on nous dit non, voilà, c'est du passé. Non, il faut corriger les imperfections du passé pour espérer un avenir meilleur. Si vous dites que tout est passé, mais si tout est passé, pourquoi réformons-nous? Pourquoi amenons-nous des réformes adaptatives? N'est-ce pas pour corriger les imperfections? Tenez, il vous dit ceci. Lors des élections passées, M. Fayulu avait amené des preuves électroniques. Faux. C'est par contre la CENI qui a publié les résultats sur base de données électroniques. Alors que la loi ne les disait pas. C'est Nanga qui l'a dit. La publication des élections, des résultats a été faite sur base de données électroniques. Alors que la loi parlait de procès-verbaux. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement un problème. En termes de qualité des élections, tenez, M. Félix Tshisekedi a obtenu 7 50 000 voix selon Nanga. Mais Nanga n'a pas donné la ventilation des résultats, province par province, alors que c'était exigé par la loi. Si vous voulez respecter la norme et qu'il y a des gens qui se constituent en bandits, vous ne pouvez pas les accompagner justement parce que c'est le passé. Ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer la République. La République doit s'intéresser au passé. La République doit analyser ce qui s'est passé et corriger. Si vous dites que le débat de Denis Kadima, de la légitimité de Denis Kadima est révolu, mais tenez la conséquence. Vous avez aujourd'hui une CENI monocolore. C'est-à-dire? Tous sont de l'union sacrée. Bah, je pense pas. Il y a Manara qui... Non, mais il est déjà de l'union sacrée. Non, il vient... Parce qu'en réalité... Non, mais attendez. En réalité, ce sont les composantes qui doivent mandater. Lui, il s'est proclamé mandataire et mandaté alors qu'il n'avait pas qualité. Son parti ou son regroupement ne l'a pas reconnu ces statuts-là. Aujourd'hui, il siège. Alors, dites-moi, dans ces décors-là, comment pouvez-vous atteindre l'objectif des élections de lors qu'il y a déjà contestation des animateurs délassés? Voyez-vous? Ça, ce sont des politiques cosmétiques. Ça, ce sont des politiques exotériques destinées aux faibles d'esprit. Si vous voulez résoudre le problème, il faut aller dans le fond. Prenons en termes de financement des opérations. Effectivement, il faut qu'il y ait un calendrier électoral. Et ce calendrier électoral a comme sous-bassement la loi électorale. Mais la loi électorale doit être consensuelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait effectivement un débat de fond. Mais ce débat de fond, là va connaître un problème. Parce que déjà en amont, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été décidée de manière unilatérale par nos amis qui sont en face. Ce qui veut dire que les problèmes de fond ne sont pas résolus. Moi, j'aime un sociologue, un grand doctrinaire en sociologie, Guy Rocher. Lorsque vous êtes en face de faits sociaux, il faut toujours tenir compte des éléments culturels. Lorsque vous semblez négliger ces éléments, ça va vous rattraper. Je suis étonné et même écœuré de dire que non, c'est du passé. Étienne Tshisekedi s'est battu pendant 5 ans, de 2011 en 2016, pour revendiquer quoi? Voyez-vous? C'est-à-dire ce sont des gens qui s'improvisent comme ça et qui pensent avoir bien réfléchi. Aujourd'hui, il y a une question que nous devons vider, c'est la question de la légitimité. Si nous semblons négliger cela, eh bien, les élections ne vont servir à rien. Ce qui est encore aberrant, ce qui est encore très aberrant. Juste à 2 minutes, Ce qui est aberrant, c'est de constater que lorsque la Cour constitutionnelle se prononce sur un fait, eh bien, nous devons fléchir. Non, il vous souviendra que M. Félix Tshisekedi a contesté la Cour constitutionnelle.
Vous savez pourquoi? Parce que justement, la Cour constitutionnelle était utilisée par M. Kabila. Il vous souviendra que le président de la Cour constitutionnelle a eu à démissionner et à faire une déclaration. Justement parce que le président de la Cour vous avait dit qu'il ne pouvait pas travailler dans ce contexte, c'est parce que justement M. Kabila s'est ingéré sur des décisions de la Cour. Ce sont là de nos réalités. Et vous voulez oblitérer toutes ces réalités-là, justement parce que vous êtes à la quête du pouvoir. Voilà, Bolodjoa, je voudrais aussi aborder une autre question, parce que vous aviez évoqué la Constitution. Alors, cette Constitution a totalisé 16 ans, je crois. Manix Yenda, vous estimez que cette Constitution devrait subir certaines révisions ou la changer carrément? Et si ce sont les révisions qu'il faudrait faire subir à cette Constitution, ce serait sur quel point, sur quels articles principalement? Non, mais en écoutant mon co-débatteur... Je sais que vous allez réagir par rapport à ce qu'il dit. Non, je suis dans cette question. Parce qu'en l'écoutant, parce que la question sur les réalités électorales, ce sont des questions indélébilement attachées à la... Exactement. À la monture même de la Constitution congolaise. Les vraies questions de la Constitution. Mais il a posé des plaintes. Et ces plaintes-là, c'est ce qui peut faire l'objet justement d'un certain nombre de réformes au sein de notre Constitution. Mais permettez-moi quand même de revenir sur 2 ou 3 points qu'il a évoqués. Parce je vous en prie très rapidement. J'ai entendu mon frère. Vous savez, aujourd'hui, nous serons critiqués par les mêmes gens de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas respecté le délai. Parce que les élections, c'est aussi les timings. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts pour évoluer. Et bien, le monsieur veut me faire voir que nous devons arrêter la machine électorale pour réfléchir sur la question de contestation de Denis Kadima. Alors que lui-même, il sait que Denis Kadima, comparablement à Corneille Nangaa, Malou Malou, etc., c'est le seul président de la CENI qui n'a pas été contesté par son organe originel. Vous avez vu l'église Kimbanguiste comment est-ce qu'il a réclamé son candidat, ce qui n'a pas été le cas pour Malou Malou, ce qui n'a pas été le cas pour Corneille Nangaa. D'où les débuts même de la crédibilité de celui qui aujourd'hui dirige la Commission électorale nationale indépendante. Et donc ce débat-là, c'est un débat révolu. Nous voulons les élections. Et bien si vous voulez faire partir Tshisekedi, le rendez-vous électoral, c'est les rendez-vous du peuple avec les responsables du pays. Voilà. Allons aux élections. Le président de la République nous a dit en 2023, on aura les élections. Donc prenez vos temps de vous préparer par rapport aux élections. 16 ans de la Constitution. Je pense que notre Constitution, elle mérite quand même un certain nombre de considérations et respect. Au-delà du fait qu'il y a quand même 2 points aussi que nous devons réformer dans cette même Constitution. C'est comme ça que moi, je ne prône pas pour l'idée du changement total de la Constitution, mais du moins de la révision constitutionnelle. Je vous évoque quelques points qui justifient même le mérite de notre Constitution. Nous avons la seule Constitution au monde, l'unique Constitution au monde qui consacre, au-delà du principe de l'égalité, le principe de la parité, hommes et femmes. Nous avons parmi les plus grandes constitutions démocratiques de l'Afrique, article 8, qui consacre la sacralité des activités de l'opposition politique. Cette constitution-là, c'est celle de la République démocratique du Congo. Et donc, notre constitution a quand même certains mérites que nous devons reconnaître au-delà des retouches que nous pouvons faire. Et parmi les retouches, moi d'ailleurs, je l'ai toujours dit dans nos différents plateaux de télévision lors de débats. Prenons par exemple la composition de la Cour constitutionnelle. La Constitution nous donne le format selon lequel il faudrait que le choix des animateurs parmi les 9 membres de la Cour constitutionnelle soit assorti justement du choix du président de la République qui propose ses 3 membres, le Parlement qui propose ses 3 membres et le Conseil supérieur de la magistrature qui propose ses 3 membres. Alors que la même Constitution nous dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Et donc, dans ce contexte plus précis, on fait du président de la République en même temps juge et parti. Comment pouvez-vous imaginer à celui qui va aux élections, parce qu'il va se pointer comme candidat à l'élection présidentielle, on lui donne en même temps la latitude de pouvoir proposer les 3 membres qui auront la mission de le juger comme son juge naturel. Et donc ça déjà, ça démontre à suffisance qu'il y a un problème en termes d'esprit démocratique et même cela viole l'esprit du Montesquieu des séparations de pouvoir. C'est comme ça que moi, j'ai toujours dit, il faudrait lorsque nous allons viser la révision, l'idée de la révision de la Constitution, que l'on donne
le seul et l'exclusif apanage des désignations de membres de la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature. Et au-delà de cela, il est vrai que notre constitution est l'œuvre de belligérants. Ce sont deux hommes de guerre qui les ont constitués avec le pouvoir constitué qu'on appelait à l'époque les parlements voulus par le désiderata du président de l'époque. Notre constitution est l'œuvre du mimétisme constitutionnel. Nous avons pratiquement calqué toutes les réalités de la constitution française sans pour autant tenir compte de nos propres réalités. Notre constitution est dépourvue d'une certaine qualité historique et voire même sociologique de notre pays. Et donc cette constitution mérite un certain nombre de réformes pour donner aux Congolais effectivement une constitution à la taille de notre pays, à la taille des enjeux socio-politiques de notre pays. Pour ceux qui pensent qu'on peut réviser le mandat qui est aujourd'hui de 5 ans à 7 ans, je pense que ces gens-là doivent nous expliquer le bien fondé de leur réflexion. Pour ceux qui pensent que nous devons rester dans le format d'un mandat de 5 ans, ceux-là doivent nous dire, et moi d'ailleurs, je propose encore. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression que nous assistons à ce que moi j'appelle de l'escroquerie politique. De gens qui viennent vers le peuple, vers la base, pour solliciter le suffrage électoral, mais c'est pour devenir député, soit député national ou encore député provincial. Alors qu'il vient, il obtient le suffrage du peuple, alors que son objectif principal, ce n'est pas pour remplir la mission que le peuple lui a confiée, de les représenter au niveau du Parlement. Lui, il vise la fonction présidentielle, lui, il vise la fonction au sein du gouvernement. Alors que la mission que le peuple lui a confiée était celle de représenter le peuple au niveau du Parlement. C'est comme ça que moi je propose les verrouillages du mandat parlementaire. Si vous devenez député, vous ne pouvez pas être nommé en un quelconque poste, tant sur le niveau du gouvernement ou encore d'une direction générale parmi les mandataires de notre pays. Donc ça nous permettrait effectivement d'avoir des responsables sérieux qui tiennent compte de désiderata de la population congolaise et qui remplissent loyalement leur mission par rapport au cutus du peuple lors des élections. Merci beaucoup Manix Yenda. Le temps pour moi d'écouter aussi le point de vue de Alain Bolodjoa. La constitution congolaise mérite-t-elle d'être visitée ou changée? Bon, je crois que ceux qui nous suivent ont compris la difficulté qu'a notre ami par rapport à sa capacité à modeler ou à modéliser son analyse. Premièrement, je tiens à rappeler ici, lorsqu'il dit qu'on doit donner plus de pouvoir au niveau de province pour publier les résultats province par province, surtout en ce qui concerne la présidente de la République, nous étions parmi les premiers à l'avoir développé, mais pas à sa manière. Pourquoi? Parce que justement, cela doit apparaître dans la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. La compétence et d'attribution. Ce n'est pas la loi qui doit fixer les compétences de province ou de secrétariat exécutif provinciaux. C'est au niveau de la loi. Ce qui veut dire que tout ce qu'il dit là ne figure nulle part. Il n'a pas développé sa réflexion. Ce sont là les raisons que nous avons soutenues, justement pour éviter à ce que nous ayons une réforme de pacotille. Les gens n'ont pas eu le soin de réfléchir sur la problématique des départs. Aujourd'hui, ils donnent l'impression comme si ça doit apparaître dans la loi. Ce n'est pas dans la loi électorale, mais plutôt dans la loi organique portant la Constitution. Par rapport à la Constitution, ça aussi c'est un autre problème. Qui a fait cette proposition-là? Ça vient d'où? Pourquoi devons-nous en parler aujourd'hui? Qui a suscité les débats? On est en démocratie. Non, mais effectivement, mais qui a suscité les débats? Commençons par là. On doit d'abord identifier celui qui a pondu l'idée pour que nous sachions si c'est une personne ou une personnalité. En tout cas, je signale que le professeur André Mbata n'a fait qu'une réflexion. Non, il a fait une réflexion, mais vous avez omis de dire, c'est M. Steve Ndikai qui a lancé les débats. Et ça, il y a des faibles d'esprit qui ont mordu à l'hameçon. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui, personne ne nous donne la raison profonde pour qu'il y ait révision ou modification de la Constitution ou abrogation de cette Constitution. Il faut déjà faire la part de choses entre la révision constitutionnelle et la modification de la Constitution. Il y a une grande nuance dans les deux vocables. Dans la révision constitutionnelle, nous gardons la philosophie de la Constitution, mais on change juste un point ou deux. Dans la modification de la Constitution, on touche à l'âme de la Constitution, on fait une réforme profonde et on garde la même Constitution.
Dans l'abrogation de la Constitution, on met de côté la Constitution et on propose une autre Constitution. Quel est le débat aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est pourquoi je vous ai posé non, la mais moi, question. je ne suis vous pas... êtes acteur politique parce que la Constitution vous régit aussi. Non, je ne suis pas mieux placé pour faire des incantations à la place de nos amis qui nous disent, ils ont quelle intention? De réviser la Constitution, de la modifier ou de l'abroger. En tout cas, je pense que ça ne ressort pas simplement à la responsabilité de ceux qui sont au non, mais pouvoir. nous n'avons pas lancé... Ça régit, la Constitution régit aussi l'opposition. Non. Bien sûr. On ne peut pas nous amener dans ces carcans-là. Ils amènent des idées préconçues, ils nous amènent dans ces débats qui n'ont même pas nourri. Il n'y a rien, il n'y a pas de substance. Et vous voulez que nous nous lancions dans ces débats? Non. Ce qui est vrai, lorsqu'on nous dit qu'on doit changer la durée du mandat, ou on doit élargir les compétences du président de la République, il faut d'abord comprendre la philosophie de la Constitution. L'article 70, qui fixe la durée du mandat et le nombre de mandats, est verrouillé par l'article 220. Ce qui veut dire que cette compétence-là n'est pas reconnue aux députés qui siègent sur base de cette Constitution. Comment un député peut-il se permettre de proposer une réforme constitutionnelle alors que la Constitution ne lui a pas reconnu ce pouvoir? Ce sont là les vrais débats. Ce sont là les vrais débats. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous emballés, comme si nous étions de moutons, des inconscients qui s'élèvent comme ça, lancer les débats, et vous nous invitez, on va tenter d'y répondre, et au finish, il n'y a pas de substance. Mais on vous entend, c'est comme si vous êtes pour la révisitation de la Constitution. Non, moi je ne suis pas pour la révisitation de la Constitution, je suis pour la nouvelle République, la 4e République, avec un nouveau pacte républicain. La Constitution de la 4e République. Ça n'a rien à voir avec ce que eux tentent de vous présenter. Ils veulent changer l'article 70. Voilà. Ça c'est sociéticide. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour prendre nos amis ici de le mettre de côté. Il faut réfléchir République. Parce que les politiques pseudo-centrés ne vont rien nous apporter. Comment peut-on réfléchir sur le fait conjoncturel du fait qu'il y a des insuffisances de gestion d'un individu et vous voulez changer et vous voulez modifier la Constitution? Voilà. C'est ça le plus grand. Je voudrais prendre la réaction des Manix. Vous êtes accusé, hein. Je pense que vous devez répondre. Bon, j'ai l'impression que mon frère Bolo doit vous créer un autre monde à lui. Ah bon? Donc je vais l'inviter à faire un exercice simple, un exercice constitutionnel, parce qu'on parle de la Constitution. D'abord, je ne vois pas l'opportunité de nous interdire la révision constitutionnelle. De deux, il me parle de la différence entre la révision constitutionnelle ou des termes comme ça. Abrogation. Abrogation de la Constitution. Attention, mon frère. La révision de la Constitution est une démarche législative. Et même la finalité se justifie par le fait qu'il y a une loi portant révision de la Constitution. C'est-à-dire quoi? Les parlementaires, d'abord, avant d'arriver au niveau d'avoir une loi portant révision de la Constitution, il y a d'abord des exercices préalables qui doivent être accomplis. Parce que l'initiative de la révision de la Constitution n'est pas reconnue à tout le Congo. Mais lorsque la révision est déposée au niveau du Parlement, le Parlement va devoir utiliser toutes les étapes législatives nécessaires, notamment le débat, l'adoption, la promulgation au niveau du président de la République et finalement le contrôle par la Cour constitutionnelle. Déjà dans notre pays, nous avons une loi portant révision de la Constitution, la loi du 20 janvier 2011. Cette loi-là a révisé la Constitution. Et donc, nous interdire aujourd'hui les débats de la révision de la Constitution, je me demande, on est dans quel monde? Et de deux, j'ai entendu mon frère, il est vrai, moi je comprends, la motivation qui anime mon frère Alain Bolodjoa pour récuser. Il a toujours fait cette politique des cantiques où son album a le nom de Félix Tshisekedi, la chanson c'est Tshisekedi, le refrain c'est Tshisekedi et finalement il passera tout le temps ici sur ce plateau pour ne parler que de Tshisekedi, Tshisekedi, Tshisekedi. Ça, ce n'est pas un débat républicain. Le débat républicain, c'est le débat des idées. Et voilà, il vient avec une idée aussi nocive en parlant de la 4e République. Est-ce qu'il peut me dire quels sont les mécanismes juridiques pour nous migrer en termes de constitution, bien entendu, de la 3e République à la 4e République si on ne procède pas par
le changement de la Constitution. Or, aujourd'hui, dans le droit constitutionnel que vous prenez les risques d'énager, surtout que ces bains-là ne vous reconnaissent pas comme politique capable d'analyser sur les questions de la Constitution, le droit constitutionnel n'a pas prévu, effectivement, des mécanismes de changement de la Constitution, si ce n'est pas le contexte politique qui peut nous influencer sur ces facteurs-là. Et donc, parmi le contexte politique, parce que si aujourd'hui vous optez pour le contexte politique, c'est-à-dire vous voulez faire un bloc sur le processus électoral, cela veut tout simplement dire que vous ne voulez pas des élections, parce que le fondement juridique des élections de 2023, c'est cette actuelle constitution que nous voulons réviser ou que nous voulons adapter. Et donc, c'est la preuve à suffisance que Bolojwa n'est pas d'accord pour les élections de 2023. Il l'a affirmé à travers ses idées présentées sur ce plateau, parce que lui ne veut pas de cette constitution qui nous organisera les élections 2023, mais plutôt une constitution qui créera une troisième république, alors que les contextes à travers lesquels, pour avoir la troisième république, je vous ai dit, il y a le contexte politique, il y a le contexte de coup d'État. Je ne sais pas si l'animus qui anime mon frère, c'est un animus qui finalement va s'exécuter au moyen de l'idée d'un coup d'État militaire pour tout arrêter l'ordre constitutionnel actuel afin de nous migrer vers la 4e République. Voilà, donc, merci beaucoup. On comprend déjà qu'il y a merci beaucoup, Manix Yendai, pour aller aux élections. Je voudrais aussi... Nous irons aux élections. Voilà, je pense que c'est passé le message. Je voudrais aussi faire réagir Bolojwa rapidement parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Je constate qu'il y a, il y a deux grandes faiblesses. Il n'y a que 2 minutes qui restent. La vacuité des pensées et deuxièmement... Ils maîtrisent les mécanismes juridiques. Voilà, il a parlé des mécanismes. La vacuité des pensées, deuxièmement l'illusion logique. Notre ami nous dit que la révision est constitutionnelle. La révision est constitutionnelle. Et la Constitution elle-même le dit. Non, mais effectivement, la révision effectivement est constitutionnelle. Titre 7. Oui. Lisons l'article 220. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Cela veut dire quoi en clair? Toutes les autres matières peuvent être révisées. Voilà. Sauf les matières interdites par la S'il vous plaît, Manix, c'est ça. On parle de l'article 70. Là, c'est qui? Vous qui avez proposé. Oh là là. Mais c'est vous, mais nous parlons de quoi là? Non mais dites-moi, lorsque vous nous avez posé la question, est-ce que Non, je voudrais que vous répondiez à sa question par rapport au mécanisme. Je n'ai pas à répondre à sa question. On est en débat sur les idées. Vous nous avez posé la question par rapport aux velléités développées par nos amis qui prétendent être au pouvoir. Ce sont eux qui ont initié l'idée de la révision constitutionnelle. J'ai dit ceci, il faut faire les distinguos entre la révision constitutionnelle et la modification de la Constitution. Je l'ai dit. Vous êtes revenu sur ça. Lorsque vous touchez, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Juriste de votre État. C'est la même chose. Parce que tout se cristallise par une loi portant révision de la Constitution. Non, mais la modification de la Constitution. Et quel est le soubassement juridique de cette modification? Ce n'est pas la même chose. Voilà, s'il vous plaît, si on parle au même moment, on ne saura pas être entendu. Voilà. C'est ce qu'on appelle modification de la Constitution. Ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas juriste, mais je m'intéresse à la Constitution. Ce n'est pas la même chose. La Constitution consacre le principe de la révision constitutionnelle avec des matières connues. Mais ici, ils ont l'intention de toucher à une disposition qui est verrouillée. Automatiquement, on quitte la révision, on devient dans la modification de la Constitution. Il faut d'abord toucher l'article 220 pour toucher l'article 70. Deuxième chose, nous sommes en état d'urgence. La Constitution interdit de toucher la Constitution pendant qu'on est en état d'urgence. Ce qui veut dire que nos amis veulent s'embrouiller pour rien. Ils veulent s'embrouiller pour rien. Mais l'état d'urgence, c'est dans une portion de la République et pas sur l'ensemble. À en croire la Constitution, c'est... Non, mais on parle d'état de siège, on n'a pas précisé les types d'état de siège. On n'a pas dit d'état de siège partiel ou total ou absolu. On parle de l'état de siège. Ce qui veut dire que cette intention sort des âmes mal préparées. Et ce sont là le problème. Tenez, on nous dit que si on veut changer des républiques, on doit impérativement passer par le coup d'État ou par quoi? Donne le mécanisme adaptable. C'était ça sa question, le mécanisme. Non, mais est-ce que vous savez comment nous sommes partis de la deuxième république à la troisième république?
Voilà. Et lui-même a compris. Le contexte politique. Non, mais effectivement. Mais qui n'a rien à voir avec la démocratie, monsieur. Le contexte politique n'a rien à voir avec la justement, la démocratie que nous avons aujourd'hui a pour fondement la politique. Je pense que le rendez-vous à travers lequel les dirigeants peuvent prendre l'impérium. C'est le rendez-vous électoral. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. C'est le dialogue. Merci beaucoup. Je vous dis que c'est le dialogue pour le pouvoir. S'il vous plaît, voilà, Malik. Cher ami, voilà, merci, je pense qu'il y a encore de la matière. C'est vrai que vous êtes juriste. Vous venez à peine d'entrer dans le monde politique. Dites-moi, en France, nous sommes à quel... Bolodjoa, je suis obligé de vous prendre la parole parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous avons commencé. On a commencé. Ça, c'est un crime contre la démocratie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas la Vous cachez sur la démocratie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Manix. Vous cachez sur le peuple congolais. Manix, Bolodjoa. Vous ne comprenez pas la démocratie. S'il vous plaît, laissez-moi désannoncer. De l'article 5. Vous n'allez pas... Voilà des gens qui... Ok. Je risque de tourner Qui parle de dialogue ici? Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Et en face de vous, nous avions reçu Manix Yenda en sa qualité de président du mouvement de volontaires de la République, qui est une formation politique proche de l'Union sacrée. Je pense qu'il y a encore de la matière. Nous allons encore fixer rendez-vous avec nos téléspectateurs pour les prochains jours. Je dis merci à mes deux invités d'avoir répondu positivement à notre émission. Et à vous également, chers amis téléspectateurs, restez toujours branchés au programme de votre chaîne, le Phare Télévision.